Et je remercie Rudy Mana d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Pascal. Et merci d'être là dans ce moment si particulier, si difficile. Vous êtes porte-parole Alliance Police Nationale. Et nous allons donc suivre avec Louis de Raguenel également cette cérémonie en hommage à des personnels pénitentiaires qui sont décédés dans les circonstances si dramatiques que vous connaissez la semaine dernière au péage d'Incarville lors de l'attaque de ce fourgon. Rudy Mana, c'est l'occasion de rappeler bien sûr que les policiers, le service pénitentiaire exercent un métier à risque, ce que tout le monde n'exerce pas. Il y a beaucoup de métiers où, lorsqu'on part le matin, on sait qu'on reviendra le soir. Et j'ai entendu au hasard des témoignages ces dernières semaines, ces derniers jours, un membre de la pénitentiaire qui disait j'embrasse mes enfants le matin, j'embrasse mon épouse, et à chaque fois je me demande si je les reverrai. C'est la réalité de votre métier aujourd'hui. Bien sûr Pascal, vous avez raison de le dire. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que les policiers, les gendarmes, les surveillants pénitentiaires, nous sommes la dernière brigue républicaine. Et quand je dis ça, je dis pas ça en l'air. Je dis ça parce qu'on a conscience tous les jours dans notre travail que la situation est tellement cataclysmique qu'on sait que le soir, on peut ne pas revenir. En l'occurrence, pour Arnaud et Fabrice, ces deux agents pénitentiaires, ça a été le cas la semaine dernière face à un commando qui ne leur ont laissé aucune chance et qui avait décidé, avant même que commence l'opération, qu'ils allaient abattre des surveillants pénitentiaires. Alors vous savez, moi j'ai une pensée pour leur famille, j'ai une pensée pour eux, je suis content qu'il y ait un hommage national qui soit rendu à ces agents pénitentiaires. Bien évidemment, ça ne les ramènera pas, bien évidemment, la Légion d'honneur ne les ramènera pas à leur famille, qui eux ont pris perpétuité dans la douleur, mais il est important que toute cette famille de la pénitentiaire et plus encore toute cette famille de la police et la gendarmerie puisse assister à cet hommage national qui est rendu à ces deux collègues, à ces deux frères d'armes, à ces deux hommes qui ont subi la pire des choses, c'est-à-dire la mort face à des sauvages. L'hommage national d'ailleurs a commencé et je suis donc avec Louis de Raguenel, le chef du service politique, et Louis me faisait remarquer une chose qui est juste, qui est d'ailleurs dans les demandes des agents de la pénitentiaire, c'est que ils sont masqués, Rudy Mana. Et ils demandent d'ailleurs de pouvoir exercer leur activité lorsqu'ils sortent évidemment de la prison, d'être masqués comme les agents du RAID, d'avoir une cagoule comme certaines forces de gendarmerie ou de police. Je crois que c'est la première fois que la pénitentiaire apparaît cagoulée. Je n'ai pas souvenir qu'elle l'était. Oui, effectivement, vous savez, quand ils mettent la cagoule, c'est pas uniquement pour faire peur lorsqu'ils interviennent, c'est aussi par une protection personnelle, parce que malheureusement, on vit dans un monde, et on l'a vu encore il y a quelques jours avec un policier qui a été agressé hors service parce qu'il avait été reconnu. On vit dans un monde tellement fou, tellement dingue, tellement violent et tellement haineux envers les forces de l'ordre qu'il est évident que vous pouvez être reconnu dans la rue parce que vous êtes intervenu la veille ou l'avant-veille, ou parce que tout simplement vous avez fait une interpellation d'un voyou qui est en train de commettre un vol. Et si vous êtes reconnu par un groupe d'individus, parce qu'ils sont rarement à un contre un, c'est pas des grands courageux quand ils sont à un contre un, et bien par un groupe d'individus, ils s'en prennent sans raison à votre physique, ils s'attaquent à vous, et peu importe si vous êtes avec votre famille, on est dans malheureusement ce monde-là, donc il faut prendre toutes les précautions d'usage pour éviter d'être reconnu lors de grosses interpellations. Et puisque nous parlons de la pénitentiaire, au moment où il y a cet hommage, on peut faire aussi un parallèle avec cette information qui nous a surpris, une sortie pique-nique au château de Versailles, organisée pour les détenus de prison de Toul. Une affiche dans le centre de détention invite les prisonniers à participer à cette sortie. Une visite donc au château de Versailles, pique-nique, trajet en bus entre deux villes, 4 heures de route. Et on va demander, après ce qui s'est passé donc au péage d'Incarville, on va demander à des agents de la pénitentiaire, peut-être, je ne sais pas si ce projet ira jusqu'au bout, d'aller faire cet aller-retour de plusieurs centaines de kilomètres. Est-ce que les agents de la pénitentiaire n'ont que ça à faire, de faire promener des détenus dans le château de Versailles et de pique-niquer, Rudy Mana? Vous savez, moi j'ai eu cette information par les copains du bureau régional d'Alliance 78, et quand ils nous ont dit ça, moi-même j'ai cru que c'était un fake,
tellement c'est incroyable. Alors, il m'est venu tout de suite une phrase en tête, je me suis dit, mais en fait, tu es en prison, tu fais gratuitement une excursion, par contre, tu es un homme bon, tu paies ton excursion. Et il faut bien comprendre que ça, c'est plus audible. Il n'y a plus personne qui peut entendre ça. Vous êtes en prison. C'est pas pour faire 4 heures de trajet avec les risques qu'on encourt quand on fait 4 heures de trajet. On l'a vu avec les 2 surveillants pénitentiaires qui ont été abattus comme des chiens la semaine dernière. Et on va les promener à Versailles, faire un petit pique-nique, pour promener un petit peu, pour regarder si tout va bien dans les jardins, et on va faire un petit pique-nique au coin d'une table pour se détendre, parce que vous comprenez, la prison, c'est tellement difficile. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il va y avoir peut-être comme que 10 et 15 prisonniers, j'espère que ça sera annulé, mais il y a 3 agents ou 4 agents pénitentiaires. Ça veut dire qu'il y aura des policiers qui seront peut-être mobilisés, parce qu'on sait que dans ce genre d'excursion, dans ce genre de sortie, il y a souvent des évasions. Donc ça, c'est le premier risque. Mais le faire aujourd'hui, à prendre ça aujourd'hui, alors qu'il y a un hommage national pour des agents pénitentiaires qui ont été abattus, et encore, pardonne l'expression, comme des chiens, par un commando armé, je trouve ça totalement lunaire, mais à un point que ça dépasse presque l'entendement. Vous savez, Pascal, j'ai toujours l'impression qu'on est chaque fois à côté de la plaque. Il y a une cible et on tire tout le temps à côté. Mais pour tout vous dire, je pense que ça n'ira pas au bout, parce que lorsqu'une information comme ça devient publique, elle est tellement invraisemblable que je pense quand même, je fais confiance au ministre de la Justice ou à ses services pour ne pas aller au bout de ce projet. Rudy Mana est avec nous, il est porte-parole Alliance Police Nationale. À 12h21, vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble pour rendre hommage à ces 2 policiers, comme l'a fait ces 2 agents de la pénitentiaire, comme l'a fait à l'instant Emmanuel Macron, qui vient de tweeter: partout sur notre territoire, des femmes et des hommes s'engagent pour nous protéger. Le surveillant brigadier Arnaud Garcia renouvelait ce choix chaque jour depuis 15 ans. Le capitaine pénitentiaire Fabrice Mouello depuis 29 ans. Ils allaient au-devant de leur mission malgré les risques, parce qu'ils avaient décidé de servir la justice. Nous la rendrons en leur nom. Aujourd'hui, la nation s'incline avec respect et honore leur mémoire, accompagnant leur famille et leurs camarades de sa reconnaissance et de ses pensées émues. Louis de Ragnel, la cérémonie a commencé. Peut-être souhaitez-vous prendre la parole? Alors, j'ai pas l'impression que la cérémonie ait encore véritablement commencé. Gabriel Attal est arrivé, donc il y a un peu plus d'1 heure. Il est arrivé à 11h et en ce moment même, il est en train d'échanger avec les familles donc des 2 surveillants pénitentiaires, Fabrice Moello et Arnaud Garcia. Et ensuite, l'hommage donc devait commencer à midi et ensuite à 12h15 en théorie, mais bon, il est déjà 12h23. Gabriel Attal doit prononcer un discours qui est très attendu par les agents pénitentiaires, compte tenu des annonces qui sont promises, qui sont aussi très attendues en matière notamment de sécurité pour les escortes, la sécurité personnelle des agents sur leur lieu de travail également. Marine Le Pen était ce matin l'invitée de Laurence Ferrari sur CNews et sur Europe 1. Elle a pris la parole sur ce sujet. Ce que j'aurais souhaité, c'est que le Premier ministre fasse de cet hommage national un hommage où il invite l'intégralité des sensibilités politiques pour que nous puissions tous exprimer à ces agents pénitentiaires, à leurs familles, mais aussi à tous les agents pénitentiaires qui aujourd'hui se sentent abandonnés, se sentent trahis dans des conditions éminemment difficiles, le soutien de l'ensemble de la nation. Louis de Ragnel voulait préciser peut-être les propos de Marine Le Pen. Oui, parce que Marine Le Pen dit que tous les élus de la nation ne sont pas représentés. Si tous les élus locaux ont été invités à participer à cet hommage à Caen. Et Brigitte Macron vient d'arriver à l'instant. Emmanuel Macron est dans l'avion. Il va atterrir, je pense, vers 20h. Ce soir, c'est 27 heures de vol pour rallier Nouméa. Il est parti donc hier en fin d'après-midi. À 21h, hier soir. Alors si c'est 27 heures de vol, il va arriver à minuit. Absolument. Donc le déplacement va commencer la nuit, heure de la métropole. Brigitte Macron représente donc le président de la République. Rudy Mana, hier j'ai entendu un échange à l'Assemblée nationale avec le ministre de la Justice. Manifestement, et c'est ça qui est toujours dramatique, c'est que on va écouter les agents de la pénitentiaire alors qu'un drame a eu lieu. C'est-à-dire que ce qu'ils demandaient, et notamment, on a découvert des choses invraisemblables. Moi, j'ai découvert des choses invraisemblables qu'on ne sait pas. Par exemple, j'ai appris qu'on ne fouille pas les familles qui entrent en prison, ni avant,
ni après, ni lorsqu'elles arrivent, ni lorsqu'elles repartent. On ne fouille pas, paraît-il, non plus le détenu après un parloir. Donc on s'étonne après que beaucoup de choses entrent dans une prison. J'ai appris aussi que des transfèrements se font avec des voitures de type ou des camions de type livraison DHL. C'est ce qu'ont dit certaines personnes de la pénitentiaire. J'ai appris également qu'ils demandaient que ces voitures ne soient pas siglées. Parce qu'effectivement, c'est une cible qu'on leur met lorsqu'ils sortent. Eh bien, tout ça va peut-être être accepté parce qu'il y a eu 2 personnes qui sont mortes, Rudy Mana. Vous avez raison, Pascal, et c'est tout à fait dramatique. Il faut toujours attendre, malheureusement, des drames et des morts pour accepter les revendications. Vous savez, les policiers, les gardiens de prison, les gendarmes, quand nous, syndicats, on demande quelque chose, souvent, on demande du matériel. On demande juste du matériel pour mieux travailler. Alors bien sûr que l'argent ça compte, mais on fait pas ce métier pour l'argent, hein, parce que si on le faisait pour l'argent, on ferait autre chose. Mais on demande beaucoup de matériel pour travailler. C'est comme si vous arrivez dans une mairie, vous demandez un stylo pour écrire. Eh bien nous on demande le minimum pour pouvoir travailler en toute sécurité. Et malheureusement, j'ai appris également beaucoup de choses, moi, depuis ce drame, parce que j'ai eu beaucoup de surveillants pénitentiaires au téléphone qui m'ont appris des trucs, mais complètement hallucinants. Complètement hallucinants. Par exemple vous agressez, par exemple, un surveillant pénitentiaire en prison. La parole ne suffit pas. Vous avez un style de mini-procès à l'intérieur de la prison. Et écoutez bien, Pascal, le détenu a le droit à un avocat commis d'office et payé par l'administration, c'est-à-dire par nous, pour le défendre. C'est-à-dire qu'il a agressé un gardien de prison, il va avoir un petit procès à l'intérieur de la prison, il va avoir un avocat commis d'office qui va coûter, je crois que c'est 80 €, et chaque fois, ils auront droit à ça. Si vous en avez 10 par jour, ça fait 800 €, tout simplement pour défendre des détenus qui s'en sont pris physiquement ou verbalement à des gardiens de prison. Bon, mais vous savez quoi, il y a des choses que je comprends plus. Mais non, mais parce que ce sont les droits de la défense depuis des années qui étaient, qui prévalaient et les droits des individus. Et il faut trouver le juste milieu. Il ne s'agit pas évidemment de faire des procès arbitraires. Mais moi, j'ai bien aimé la parole d'ailleurs de Gérald Darmanin il y a 48 heures, qui a dit la parole d'un policier, elle vaut plus que celui qui l'arrête. Et j'ai trouvé qu'il remettait un peu l'église au milieu du village, comme on dit, avec un peu de bon sens. Il a d'ailleurs prononcé ce mot bon sens. Je vous remercie grandement, Rudy Mana. On vous a régulièrement, et je sais votre engagement comme tous les policiers, j'ai envie de dire, mais le vôtre particulièrement. Vous êtes porte-parole d'Alliance Police Nationale, et puis c'est l'occasion à chaque fois que vous êtes avec nous de le dire aussi, et de rappeler et de saluer le travail des gendarmes, des policiers, de tous ceux qui travaillent à protéger, à nous protéger, comme le dit le président de la République. Et il faut à chaque fois leur rendre hommage. Certains l'ont payé de leur vie. Il est 12h28. Guillaume Dominguez dans une seconde et l'hommage national qui va commencer avec une prise de parole très certainement de Gabriel Attal ces prochaines minutes. À tout de suite. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous pouvez composer pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Je vous rappelle que nous suivons évidemment l'hommage national à Fabrice et à Arnaud, ces 2 surveillants pénitentiaires tués la semaine dernière au péage d'Incarville lors de l'attaque d'un fourgon. L'hommage a commencé peut-être, Louis de Ragnel, avec quelques minutes de retard. On attend encore. Tout le monde attend. Il y a l'ancienne première ministre, Elisabeth Borne, qui est présente. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Brigitte Macron, donc la femme du président, qui lui est en Nouvelle-Calédonie. Le retard pris me rappelle celui d'une autre cérémonie, lorsqu'Emmanuel Macron était resté assez longtemps avec les familles pour échanger avec elles. Toujours un moment évidemment extrêmement douloureux pour ces familles. Et nous le disions la semaine dernière, pour les journalistes que nous sommes, c'est une information. Alors nous la développons, bien sûr, nous en parlons. Et puis pour ceux qui l'écoutent aussi, c'est une information. Et puis elle te touche, elle t'émeut. Et pour les familles, il y a un avant et un après. Et la vie s'est arrêtée ce jour-là et commence le premier jour du reste de leur vie, bien évidemment, puisque jamais plus la vie ne sera pareille que après cette mort tragique. Louis de Ragnel. Non, je voulais vous faire remarquer que voilà, Gabriel Attal vient d'arriver, donc l'hommage va commencer d'une minute à l'autre et il est accompagné d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux,
évidemment. Dans l'organisation telle qu'elle est en place aujourd'hui, la pénitentiaire dépend du ministère de la Justice. Pourquoi ce pourrait être plus intéressant ou plus efficace si la pénitentiaire dépendait du ministre de l'Intérieur? Ouh là là, Pascal, vous réveillez un vieux débat. C'est un débat qui a une vingtaine d'années, puisque voilà, c'est essentiellement une proposition qui est venue de la droite à plusieurs campagnes présidentielles. Nicolas Sarkozy l'avait notamment proposé de rattacher donc l'administration pénitentiaire au ministère de l'Intérieur, et souvent il y a eu des réticences de la part du ministère de la Justice qui disait voilà, l'univers carcéral doit être de la compétence exclusive du ministère de la Justice. Mais aujourd'hui, je pense que vous savez, on n'arrête pas de parler de continuum de sécurité. On voit bien les policiers les détenus que les policiers remettent à la justice. Je trouve que ce serait plus cohérent que la police et la gendarmerie travaillent vraiment main dans la main avec l'administration pénitentiaire. Je trouve qu'aujourd'hui ce débat est un peu éculé, que maintenant il est temps que l'administration pénitentiaire soit rattachée au ministère de l'Intérieur. Symboliquement, je sais que pour le ministère de la Justice c'est compliqué, mais on voit bien, il y a un sous-équipement de l'administration pénitentiaire. Les policiers et les gendarmes, eux, ont le bon équipement. Et donc je trouve que ce serait beaucoup plus cohérent de réparer cette anomalie. Je vous propose quelques secondes de marquer un temps d'hommage et d'écouter quelques notes de la Marseillaise. Marseillaise qui est jouée devant le Premier ministre Gabriel Attal, devant le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, et vous allez pouvoir évidemment intervenir sur l'antenne d'Europe 1. Il est 12h37, nous sommes avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, qui voulait évoquer cet hommage à ces deux policiers, deux agents de la pénitentiaire, plus exactement, à qui la France rend hommage ces prochaines minutes, Fabrice et Arnaud. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe. Et merci d'être avec nous. Pascal, merci de me donner la parole. Lorsque j'ai vu ces images à la télévision, comme tous les Français, je suis resté complètement outré, tout simplement parce qu'il y a deux familles endeuillées, et je n'ai pensé qu'à une seule chose, Pascal. Je m'adresse à ces gens qui nous gouvernent notre pays. On a mis tant de choses en œuvre et tant d'argent pour accueillir cette flamme olympique, et on n'est même pas fichu de mettre 2 motards devant, 2 motards derrière pour accompagner cet individu. Je trouve ça honteux, Pascal. Et ce n'est pas de logiciel qu'il faut qu'on change, Pascal, parce que j'entends ça à longueur de journée dans les chaînes télévisées ou dans la radio. C'est d'hommes politiques qui veulent prendre vraiment des vraies décisions. Aujourd'hui, Pascal, c'est facile de mettre un drapeau bleu, blanc, rouge et de faire semblant parce que c'est des comédiens. Mais en attendant, moi je pense surtout aux familles qui sont endeuillées pour leur vie. Ne dites pas que c'est des comédiens, parce qu'il se trouve que je les connais, qu'on les rencontre, et Louis de Ragnel aussi. Il ne faut pas non plus tomber dans le populisme ou le poujadisme de dire tous pourris. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'ils manquent de courage. Et qu'ils disent parfois des choses en dehors des micros qu'ils ne disent pas lorsqu'ils sont en action. Alors pourquoi manque-t-il de courage? Pour 2 ou 3 raisons. D'abord, ils pensent, je pense à tort, bien souvent que il ne faut pas prendre de décisions trop radicales. Ils ont peur d'être trop rudes ou trop durs, et parfois pour des bonnes raisons. Ils manquent effectivement, ils ne vont pas au bout de ce qu'ils pensent. Jacques Chirac disait ça, notamment dans ses 2 mandats. Il disait attention, la France, il faut la gérer comme un paquebot, et à chaque fois que vous faites une manœuvre, il faut être très vigilant. Vous ne pouvez pas faire des grands à-coups. Je pense que ce temps n'est plus venu à cela aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre des position sans doute plus radicale sur l'autorité, sur la sécurité, parce que tout simplement, on voit bien que la société a changé, Louis de Ragnel. Je suis entièrement d'accord avec vous, Pascal, mais en fait, ce qui me frappe, c'est que globalement, le diagnostic est partagé. C'est-à-dire que ce que dit notre auditeur à l'instant, un ministre pourrait tout à fait le partager. Ensuite, dans les solutions, et c'est là où je vous rejoins sur l'absence de courage, les politiques sont conscients que s'il fallait réellement régler le problème, les conséquences
du fait de régler ce problème serait inassumable. Je m'explique. S'il fallait par exemple réellement régler le trafic de stupéfiants, s'il fallait réellement régler les questions migratoires, par exemple, il faudrait acter la rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie. Et ça, ils ne veulent pas. Si vous voulez lutter réellement contre les trafics de stupéfiants et mettre des policiers dans toutes les tours, tout descend, eux ils disent, en fait, les policiers vont être la cible de tir, donc il va falloir que les policiers ripostent. Est-ce que, en tant que ministre de l'Intérieur, je suis prêt à assumer le fait qu'un policier tire, même en état de légitime défense, sur un dealer? Et en fait, à chaque fois, voilà, ce sont ce type de questions, que les politiques se posent. Jean-Pierre, et c'est pour ça que c'est intéressant. Quelque chose, Pascal. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, est-ce que maintenant, étant donné qu'il y a eu 2 morts, est-ce qu'ils vont avoir au moins un minimum de courage pour lorsqu'il y a un véhicule qui se déplace comme celui-ci, est-ce qu'ils vont prendre des moyens? Oui, a priori, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont changer, et là, c'est parce qu'il y a un drame. L'administration pénitentiaire. Donc il a fallu quand même un drame. Mais vous avez raison. Pour qu'ils soient conscients. Mais non, ils sont conscients. Les choses. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir sur le mot comédien. Ils sont conscients, mais il faut beaucoup de courage aujourd'hui pour tout changer, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Et effectivement, nos hommes politiques ne sont plus des vrais hommes politiques qui manquent de courage et manquent beaucoup de choses sur nos hommes politiques modernes. Mais vous savez, moderne, le courage, je pense que c'était vrai aussi il y a 50 ans, ou même plus. La difficulté, c'est de trouver la bonne personne. Faut trouver quelqu'un qui a du courage et qui accepte, peut-être même au risque de sa vie, d'être une cible, parce qu'il y a cette dimension-là. Vous savez, les décisions à prendre en France, elles sont tellement radicales que vous avez une famille parfois. Un homme politique, il a une famille, il a des enfants, il a son épouse, et il peut penser à cela forcément quand il prend ses décisions. Je pense notamment sur la drogue. Vous vous rendez compte l'enjeu d'attaquer la drogue avec le risque personnel que tu prends? Tu t'attraques à une pieuvre. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie longtemps, où tu tuais des magistrats, tu éliminais des magistrats. Je crois que c'est aux Pays-Bas où les magistrats sont aujourd'hui sous... certains, en tout cas, sont placés sous haute surveillance. Donc, faut pouvoir prendre aujourd'hui et trouver les personnes qui ont beaucoup de courage, et ce sera pas simple. Louis Dragnel. Non, je voulais simplement ajouter qu'on a la classe politique qu'on mérite. Toutes ces personnes-là ont été élues par les Français. C'est le principe de la démocratie. Alors après, on les aime pas. Il y a des Français qui décident de ne plus aller voter, mais ils sont un peu le reflet de ce que nous sommes. Donc leur lâcheté est aussi un bout de notre propre lâcheté. Et donc, je pense que c'est aussi aux Français de se réveiller. S'ils sont pas contents, il faut aller voter. Et puis, toujours par rapport à la lâcheté, je termine simplement d'un mot. Vous savez, les Français reprochent souvent d'avoir une classe politique médiocre, mais les Français ont aussi voulu la transparence. Ils ont voulu cette classe politique absolument impeccable et du coup un peu sans aspérité et donc sans une forme de courage. On va marquer une pause à 12h43 et suivre effectivement cette cérémonie, et c'est toujours une image que je trouve bouleversante lorsque les cercueils, ce qui est le cas à l'instant, entrent, et ces vies qui sont arrêtées. Cercueil de Fabrice et de Arnaud qui sont portés par des militaires, par des gendarmes, et qui vont arriver au centre de cette place où a lieu cet hommage, et ces familles qui sont là évidemment en pleurs et qui voient ces images que vous connaissez, un cercueil recouvert du drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, porté par 8 militaires et escorté par un coussin qui se trouve toujours placé derrière le cercueil sur lequel il y a une légion d'honneur. Et vous connaissez ces images. Nous les avons vues, vous les avez vues. Et elles sont bouleversantes, ces images. On marque une pause. Les 2 cercueils sont posés au centre de l'ancienne maison d'arrêt de Caen. Ces 2 cercueils ont été posés par les gardes républicains, 8 gardes républicains qui ont porté les cercueils de Fabrice
et d'Arnaud. Cercueils qui sont au centre avant que l'hommage soit rendu et les visages fermés de Gabriel Attal, de Brigitte Macron, d'Éric Dupond-Moretti, alors que Gabriel Attal se dirige vers l'endroit où il va prendre la parole. On voit les familles qui sont derrière. Première ministre, et vous allez pouvoir écouter le Premier ministre. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la Défenseure des droits, Monsieur le Procureur général de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les chefs de cour et de juridiction de Caen et de Rouen, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté pénitentiaire, Madame Brigitte Macron, Mesdames et Messieurs, vous toutes et tous, leurs familles, leurs proches, leurs collègues, vous toutes et tous qui ne les oublierez jamais. Il n'était pas encore 6 heures ce matin du 14 mai. Le calme de la nuit entourait encore la France et les premières lueurs s'apprêtaient timidement à franchir l'horizon. Il n'était pas encore 6 heures ce matin du 14 mai. Mais pour eux, pour vous, femmes et hommes de la communauté pénitentiaire, c'était l'heure du devoir, l'heure de la mission. Il n'était pas encore 6 heures ce matin du 14 mai, mais pour Fabrice, Arnaud, Nicolas, Damien et Arnaud, tels des sentinelles de l'aube, la journée commençait. Aucune journée ne ressemble à une autre quand on choisit la pénitentiaire. Ils le savent et se préparent, comme avant chaque mission, avec la même attention, le même savoir-faire, la même vigilance. Ils ont choisi de servir la République, choisi de servir la justice. Et pour eux, la journée commence. Comme elle commence partout en France, au même moment, pour des centaines d'équipes des pôles de rattachement des extractions judiciaires, les PREJ. Il est 5h30, ce 14 mai, quand le capitaine Fabrice Mouello réunit ses hommes et passe en revue avec eux les missions du jour. Une extraction, un détenu à convoyer de la maison d'arrêt d'Évreux jusqu'au tribunal de Rouen pour revenir jusqu'à la prison. La mission commence. 2 véhicules, 3 agents dans l'un, 2 dans l'autre, pour fluidifier le trafic et sécuriser le convoi. En ce matin du 14 mai, alors que les véhicules avancent dans le demi-jour, que la Normandie semble calme, que le drame, la violence et la barbarie semblent loin. Et pourtant, chaque seconde qui passe les rapproche inexorablement du drame et des larmes, des coups de feu, des blessures, de la mort. Le convoi arrive à Rouen, les auditions se déroulent, s'achèvent. Nous sommes en milieu de matinée et le fourgon repart. Il repart sur les routes de Normandie. Il repart vers la tragédie. Les véhicules se suivent sans jamais perdre le lien, en contact toujours pour faire face à tous les dangers. La circulation s'encombre, ralentit, et puis soudain, à la sortie du péage d'Incarville, l'histoire bascule avec une brutalité inouïe. Face aux 2 véhicules de l'État, un véhicule à contresens fait bélier. Derrière, une autre voiture referme le piège. Et puis ce sont des tirs incessants, des tirs en rafale. Ce sont les vitres qui explosent, criblées de balles. Ce sont les tirs qui continuent, non pas seulement pour attaquer,
mais pour donner la mort. Ce sont les tirs de riposte des agents. Hommes en noir contre hommes en bleu. Visage cagoulé contre figure de la République. Brutalité contre état de droit. Violence contre justice. Le détenu s'évade du fourgon, libéré par les assaillants. Des assaillants qui incendient leur véhicule et disparaissent. 3 minutes. 3 minutes, c'est le temps qu'aura duré cette attaque. 3 minutes, et pourtant une éternité. Nicolas est le premier à se relever, à héler les secours. La balle qui a blessé son oreille a frôlé son crâne. Le gilet pare-balles a évité le pire. Pour Damien et Arnaud, la vie ne tient qu'à un fil, plus gravement touché encore par la mitraille des meurtriers. Les premiers mots de Gabriel Attal, et bien sûr, on pourra les écouter, les synthétiser même dans quelques minutes avec Céline